Défécator, bonjour à tous, on défèque sur les fakes, bien sûr. Bienvenue dans ce stream astronomie, au cours duquel aujourd'hui nous allons tenter de nous intéresser à la lune occulte. Mais la lune qui occulte Vénus, tout simplement. Hein. J'avais fait une petite annonce sur Twitter pour essayer de présenter le stream sous un angle qui rabattrait des gens, mais voilà, c'est la lune qui occulte Vénus à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons bien sûr des invités qui vont nous présenter tout ça, puisque moi je ne suis qu'un béotien en la matière. Voici donc en direct avec nous donc différentes personnes. Alors il y a Miguel Montargès qui est à Meudon et qui donc est tout prêt à nous montrer ce qui va se passer dans le ciel aujourd'hui. Et puis donc du Lésia, nous avons avec nous Thérèse Ancrenaz et Thomas Widman. Bonjour. Donc alors est-ce que vous entendez tout le monde déjà dans le chat? Est-ce que là je parle moi ici sous la coupole. Voilà. Et est-ce que nos invités peuvent nous dire bonjour? Eh bien bonjour, est-ce que vous nous entendez? Alors écoutez, je vois du son ok dans le chat, ça veut dire qu'on nous entend, donc tout va bien. On est paré. Non mais maintenant ça y est, c'est le troisième, quatrième stream que l'on fait avec Miguel. Je ne sais plus, on les compte plus. Donc on est plus, parce qu'on en a fait aussi où on a commenté les images du James Webb ou de l'astronomie participative, donc on en a fait plein en fait. C'est vrai. Et donc techniquement on est rodé. Alors pour tout vous dire, ce matin, donc on a prévu deux programmes. Un programme en cas de météo clémente et un programme en cas de météo bouchée, puisque une observation en novembre, c'est toujours un peu risqué. Donc je ne sais pas, Miguel, où on en est au niveau du ciel. Alors c'est le chat de Schrödinger là, donc c'est 1 sur racine de 2 couvert et 1 sur racine de 2 dégagé. Donc on va improviser, je pense. D'accord. Il faut comprendre qu'on a de la chance puisque cette émission sur la surface de Vénus serait impossible puisqu'on ne voit pas le ciel étoilé depuis le sol de Vénus. Donc même si c'est un peu couvert, il faut comprendre notre chance d'être sur Terre et de voir même imparfaitement Vénus à travers les nuages. Oui, parce que l'atmosphère de Vénus, c'est quelque chose. Je crois d'ailleurs que c'est très toxique de toute façon, et en plus il fait très chaud, c'est-à-dire que là, Miguel pourrait enlever sa veste si on était sur Vénus. Absolument. Ouais, mais il faudrait un masque respiratoire quand même. Donc effectivement, ce serait assez compliqué. Alors effectivement, là on voit donc, on se trouve donc à Meudon, je crois que c'est la coupole du télescope de 1 mètre. Tout à fait, donc 1 mètre, parce que 1 mètre de diamètre. Hein, donc là, je vais essayer de vous cadrer. Alors, voilà, j'arrive à bien contrôler la caméra. Donc, je suis juste à côté du télescope et on voit à l'arrière, en fait, l'emplacement du miroir. Hein, là, ce que vous voyez ici, c'est là où il y a ma main. Ici, je touche l'arrière du miroir de 1 mètre, et donc 1 mètre de diamètre, c'est ça. Le miroir à lui seul fait 250 kg, si mes souvenirs sont bons. Et le télescope fait 5 tonnes. Donc c'est un beau bébé. Et surtout, il a plus de 100 ans, puisque c'est un des télescopes originels de l'observatoire, qui a été construit en 1893. Et donc, on est très heureux de voir qu'il fonctionne toujours. Et donc ce n'est pas celui de la table équatoriale dans laquelle on avait fait des observations précédemment. Et tout à fait, la table équatoriale, actuellement, elle est en travaux. On a diagnostiqué des petits soucis. On espère le récupérer au début 2024, normalement, si tout va bien. D'accord. Alors, donc Miguel, on vous connaît, vous êtes astronome, vous êtes donc sur le site de Meudon, mais peut-être qu'on peut présenter brièvement nos deux invités que l'on ne connaît pas. Eh bien oui, il faut le faire. Très bien, eh ben,
Je suis Thérèse Encrenaz, je suis astronome émérite à l'Observatoire Eulésia et je travaille sur les atmosphères planétaires de manière générale et en particulier sur Vénus. Et mon nom est Thomas Wiedmann, je travaille également au LESIA, planétologue, spécialiste de la planète Vénus en particulier, et nous sommes très heureux d'avoir eu récemment la responsabilité d'une mission spatiale du futur dont nous parlerons un petit peu, je pense, au cours de cette émission, la mission Envision de l'Agence spatiale européenne, dont je suis l'un des porteurs pour l'Europe. Alors tout à fait, on a prévu effectivement de prendre un temps pour parler de cette mission, parler aussi peut-être d'études de Vénus qui ont eu lieu il y a quelques années, qui ont été controversées. Peut-être qu'on pourra en parler parce que justement le LESIA a fait des publications aussi à propos de ça. Et puis peut-être qu'on abordera aussi, donc en parlant de Envision, on pourrait parler aussi de l'exploration de Vénus. Jusqu'à aujourd'hui, qui a fait l'objet donc de nombreux envois de sondes, qu'elles furent russes, américaines, européennes et japonaises aussi. Tout à fait. Il y a tout un historique. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit remerciement avant d'oublier quand même. Parce que je voulais aussi remercier la direction du LESIA qui nous a permis d'organiser ça en moins d'une semaine quand même. C'était à toute allure. Et aussi, ce matin, il y avait Vincent Lapéraire, que normalement on connaît sur le Twitch de Defecator, puisqu'il était venu m'aider lors d'un déraillement de chaîne, la toute première fois. Il m'a aidé à installer avec Cyril Blanchard là, ce matin. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et heureusement, on n'était pas trop d'être si nombreux pour le faire. Merci à Vincent. Oui, quand vous dites déraillement de chaîne, c'est pas juste que vous avez eu un problème en vélo en allant à l'observatoire, hein, c'est la chaîne de la coupole en fait. Ah, on s'en souvient, hein. C'était quelque chose, effectivement. On est très fiers de ce télescope de 1 mètre qui est aussi, je ne me souviens plus si Miguel l'a dit, le plus grand d'Île-de-France, le plus grand télescope même au nord de la France. C'est-à-dire que seul le Pic du Midi et l'Observatoire de Haute-Provence dépassent ce diamètre. C'est donc un instrument dont nous sommes très fiers à l'Observatoire de Haute-Provence. Et alors donc, alors là il est 10h30, on a un programme très précis, hein, puisque la planète va pas nous attendre, enfin la Lune plus exactement va pas nous attendre, donc on avait prévu à ce moment-là de commencer à pointer. Est-ce que Miguel, le télescope est pointé dans la bonne direction ? Alors voilà, c'est ce qu'on a fait. On voulait faire le pointage en direct parce qu'on doit le faire aux coordonnées, etc. pour trouver la Lune Vénus. Et finalement, il y a eu une très belle éclaircie tout à l'heure, donc le télescope est déjà pointé. Je ne ferai pas le pointage en direct. Et là, si vous partagez l'écran, là maintenant tout de suite, il y a Vénus qui est visible. Alors on est entre les nuages, donc elle apparaît, elle disparaît. Et donc c'est très 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 fluctuant. Je ne sais pas à l'heure H si Vénus sera visible ou non. Alors attendez, parce que là du coup... je suis... Alors non, ça c'est Stellarium. Stellarium du... Voilà, donc là on voit Vénus tout en bas. Oui, tout en bas à droite. Alors elle n'est pas centrée, tout simplement parce que j'espère voir arriver... Ben alors là, elle disparaît, mais c'est les nuages. J'espère voir arriver la Lune en haut à gauche à un moment. Mais ça va être extrêmement difficile parce que les nuages sont blancs, la Lune aussi... Il y a très peu de contraste, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais bon, déjà, on voit Vénus en plein jour, et surtout, on voit qu'elle n'est pas pleine. On a quasiment un quartier de Vénus, puisque Vénus est une des planètes... Ah, elle est là, la Lune, je pense. Moi, je la vois là sur mon écran. Là. On a la Lune qui est dans le bord en haut à gauche. J'ai l'impression qu'il y a un... Oui, elle est là, ici, là où je passe ma souris. On a un bout de Lune et donc elle va se rapprocher jusqu'à occulter Vénus. Faut être imaginaire. Ouais, il faut y croire. Hein. Non, mais c'est surtout pour voir la Lune là, vous la voyez vous là, la Lune? Ah ouais, moi je vois que là en fait si on regarde les nuages, là, il y a une zone ici qui est sombre et ici il y a une zone qui reste blanche quoi qu'il arrive. Alors je vais essayer de jouer sur le contraste, mais c'est pas facile. Donc je disais, Vénus c'est une des planètes internes du système solaire, donc elle est plus proche du Soleil que ne l'est la Terre.
Et donc, ça fait qu'elle présente des phases. Voilà. Elle n'est pas pleine. Et donc, actuellement, on voit une phase de Vénus, on voit qu'elle est quasiment en quartier, on va dire. Oui, en quadrature. En fait, elle est en quadrature, c'est-à-dire qu'il y a un côté éclairé par le soleil à droite et un côté à l'ombre à gauche. Donc là, elle doit faire quelque chose comme 20 secondes d'arc, je pense, quand elle est comme ça. Alors, j'essaie de jouer sur les couleurs parce qu'évidemment, ce qui nous pose un problème, c'est qu'on observe en plein jour et qu'on a un important fond de ciel. Donc déjà, le ciel bleu et en plus, on a des nuages par-dessus. Donc j'essaye de voir un peu, mais comme il y a la fluctuation des nuages, c'est très difficile. Mais moi, je vois clairement la Lune là qui arrive ici, là. Hein. Ah bon? Je ne sais pas si elle sort par moment, mais moi, On voilà. commence à voir Et donc on voit que là, elle prend plus de place dans le champ qu'il y a quelques minutes, et donc elle va se rapprocher de plus en plus de Vénus. Alors c'est magnifique hein, de pouvoir voir ça. Donc on peut voir la Lune et Vénus en plein jour, formidable. Et en plus, là, on voit le mouvement de la Lune. Ah oui, j'ai oublié de dire, là, s'il y a des gens qui ont du beau temps chez eux, ils ont le droit de sortir pendant quelques minutes parce qu'on les voit à l'œil nu. C'est-à-dire que donc, si vous trouvez le croissant de Lune juste à côté, vous verrez le petit point blanc de Vénus. Moi, je l'ai vu ce matin en arrivant et c'est beau. C'est vraiment beau. Dans quelle direction faut-il regarder? Alors là, on est quasiment plein sud. Hein. Plein sud à 20-30 degrés de hauteur, donc ça fait à peu près 1, 2, 3, ça fait 3 mains comme ça là. Si vous montez comme ça plein sud, de toute façon le croissant de lune, s'il fait beau, on le voit. Hein. Pas comme là par exemple. Oui. D'accord, donc n'hésitez pas si vous êtes chez vous. En particulier, là, je vois qu'il y a une pub qui va se lancer, donc profitez de la pub, sortez dehors et regardez donc au sud, au-dessus de l'horizon, si vous arrivez à trouver la Lune et Vénus à proximité. C'est vrai que Vénus peut se voir en plein jour. Oui, alors le problème c'est qu'il faut la trouver. Mais une fois qu'on l'a trouvée, on la voit très bien. Moi, je triche souvent. J'ai déjà fait des observations de Vénus en plein jour au télescope. Donc, on pointe le télescope dessus aux coordonnées. Et bien ensuite, on suit l'alignement du télescope. On se dit, ah mais oui, elle est là. En fait, c'est ça. Vénus est visible en plein jour à condition de poser les yeux dessus. Et là, la Lune nous sert de repère, ce qui est très agréable, puisqu'on voit exactement où regarder. D'ailleurs, elle est toujours du même éclat, c'est l'atmosphère qui est trop brillante. C'est-à-dire que la planète Vénus elle-même n'a pas moins de luminosité que la nuit. En revanche, c'est le contraste avec le ciel bleu qui la rend très difficile à voir. C'est ça la difficulté. Et comme disait Thérèse, elle a des phases, les mêmes que la Lune d'ailleurs. C'est d'ailleurs la phrase sibylline célèbre que Galilée avait écrite à Kepler pour annoncer sa découverte en 1610 avec sa lunette. C'est lui qui a découvert les phases de Vénus. Il a dit que les phases de Vénus imitent les phases de la Lune. Et c'est à ça qu'on va admirer aujourd'hui, c'est que les deux planètes sont éclairées de la même façon par le Soleil, produisent des phases, des croissants, des quartiers, des gibbeuses, etc. Et alors de manière intéressante, elles n'ont pas la même phase finalement aujourd'hui, puisque comme Thérèse l'a dit, Vénus est à la quadrature, donc quasiment en quartier. Mais par contre, la Lune, elle, se rapproche du Soleil dans notre ciel, et elle est en croissant, donc on approche de la nouvelle Lune. Tout à fait, et c'est ce décalage qui avait permis à Galilée de montrer que Vénus peut passer derrière le Soleil, puisque pour qu'elle soit éclairée de face ainsi comme elle s'apprête à l'être, puisqu'elle se rapproche de la phase pleine, la seule solution, c'est que le système de Copernic s'applique, alors que dans le système de l'Antiquité, elle ne passait que entre le Soleil et la Terre et ne pouvait jamais avoir cette phase. Donc c'est une démonstration éclatante de ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que le système solaire et les planètes tournent autour du Soleil et non autour de la Terre. Alors dans le chat, je vois des gens qui nous disent de différentes régions qui malheureusement ont des ciels couverts. Dans le Limousin, du ciel bleu mais pas au bon endroit. Donc voilà, tout le monde n'est pas égal face au ciel. Donc tout le monde n'aura pas forcément la possibilité de voir ce qu'on va voir, enfin ce qu'on espère voir en tout cas.
Oui, ce qu'on espère, parce que pour l'instant, ça m'a l'air un petit peu bouché. Alors, Oui, c'est possible. Miguel, vous m'aviez demandé de préparer un quiz. Ah oui, bah si on a un, on peut faire un quiz. On peut faire ce quiz. Alors, c'est un quiz rapide à propos de Vénus. Donc, si vous êtes connecté sur le chat, vous pouvez normalement, vous avez un petit bouton Quiz Kit qui apparaît par-dessus si vous êtes connecté sur ordi. Et si vous êtes sur mobile, vous verrez ce bouton Quiz Kit apparaître en dessous. Donc, n'hésitez pas, dites-moi si vous voyez le bouton Quiz Kit. Alors moi je l'ai vu apparaître sur l'ordinateur supplémentaire. Hein. Très bien. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez lancer le... Alors, attendez, il faut que je lance le quiz, moi, aussi. Avant de vous dire... Nous, on doit le lancer aussi. Non, nous on n'a pas besoin. Il faut pas qu'on triche, hein, sinon nous on va avoir les bonnes réponses. On n'a pas le droit de poser des questions. Après, vous pouvez compléter les réponses, parce que j'espère en plus ne pas avoir fait de bêtises, c'est moi qui ai préparé le quiz. J'espère que tout va bien se passer. Alors, hop. Est-ce que... Voilà, donc là, normalement, si tout va bien, si je clique là-dessus, on devrait lancer d'ici quelques instants. Je vais juste en profiter aussi pour saluer tous les modérateurs qui sont dans le chat, hein, parce que on se voit souvent le jeudi soir finalement. Tout à fait, et puis comme on est en pleine journée, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tous les modérateurs. Alors je vois Magician81, French Interval, merci à vous d'être là et de modérer ce chat qui va s'enflammer, j'imagine, bien sûr, dès qu'on va parler de Vénus. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez... Je suis sur Chrome, sur Linux, je vois rien. Pareil avec Firefox. Ah ouais, alors peut-être que sur Linux, effectivement... Le quiz n'apparaît pas. Alors là, j'en suis bien désolé. En tout cas, on va démarrer ce quiz pour ceux qui peuvent le voir. Donc je vous rappelle, bouton Quiz Kit. Ah, si, ça fonctionne sur Linux, nous dit It's Cover of Invoice, que j'avais oublié de saluer. Merci à toi. Alors, c'est un scandale, encore un complot des Windowsiens. Ben oui, mais... Écoutez, c'est... Alors, démarrons ce quiz... avec donc tout de suite, voilà, c'est là, normalement ça doit se lancer. Combien de satellites naturels possède Vénus ? Vous pouvez cliquer sur la réponse 1, 4, 0 ou 2. Bien sûr, vous avez que 15 secondes, hein, donc c'est très rapide. Et le jeu va comptabiliser les secondes que vous avez mis sur chaque question pour répondre. Donc si vous répondez correctement et qu'en plus vous répondez vite, vous serez en tête du classement. Alors, normalement, voilà, là, tout le monde a pu voter. Je suis pas doué pour ces questions, dit Septenia. Ça marche sur... Ah bah vous voyez, ça marche sur Linux, nous dit Slip Judas, pareil. Bon, très bien. Alors, la bonne réponse était 0. Vous êtes 29 à avoir répondu 0. Il y a quand même des gens qui ont répondu qu'il y avait 4 satellites. Vous êtes 6 à avoir 2. Eh bien non, il n'y a pas de satellite naturel autour de Vénus. On a cru, à une époque, on a cru observer un satellite qui s'appelait NET, enfin qu'on avait appelé NET, et puis finalement, il a été démontré par la suite qu'il ne s'agissait que d'illusions de confusion avec d'autres objets, et qu'il n'y avait pas de satellite naturel. J'espère ne pas avoir dit de bêtises sur cette question-ci. Bon, ça va. Alors non, j'étais pas au courant, je l'ai découvert en préparant le stream, et effectivement, on a pensé qu'il y avait ce satellite de Vénus, mais qui n'existe pas en vrai. Qui n'existe pas, voilà, tout à fait. C'était vraiment une erreur à l'époque. Alors là, j'affiche une image pour l'instant d'attente. Hein. Pourquoi il y a un petit bras avec qui fait un biceps là sur mon image? Ça vient de moi. Non, ah non. Bah, je ne sais pas. Non, ça vient du stream là. Ça vient je sais pas, c'est Twitch qui rajoute ça. Ça tombe pile sur mon image, d'accord. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un quiz en cours en fait, peut-être. Ouais. Alors, pour commenter un peu sur ce satellite, donc tu as bien fait de préciser satellite naturel, puisqu'il y a eu, et il y a encore d'ailleurs des satellites artificiels. L'homme a pu
envoyé des sondes qui tournent autour de Vénus, qui sont donc des satellites artificiels autour de la Terre. Donc c'est bien de préciser naturel. Effectivement, Vénus a ce gros défaut d'être visible soit en plein jour, soit le soir, soit le matin, mais jamais en pleine nuit, parce qu'elle est toujours proche du Soleil. Ce qui fait que les instruments astronomiques sont c'est un peu un challenge, c'est un peu un défi. Il y a toujours des effets optiques parasites. Et le témoignage de l'observation de cette hypothétique satellite naturelle, on voit bien aussi que ces problèmes optiques qu'on rencontre à observer un objet très bruyant avec des instruments de mauvaise qualité. C'est comme ça que ça a eu lieu de mémoire. Mais voilà. Vénus n'a pas de satellite naturel, ce qui est d'ailleurs un problème astrophysique pour nous. Là, en tant que planétologue, on s'interroge sur la singularité de la Lune autour de la Terre et est-ce que c'est un phénomène fréquent ou au contraire extrêmement rare, et l'absence de satellite de Vénus nous pose un peu de questions. Voilà, donc là j'affichais justement des dessins qui avaient été faits par Francesco Fontana dès le XVIIe siècle. Et puis donc effectivement ce satellite aurait été observé par Cassini, Lagrange. Il a été cherché sans succès par William Herschel. Et puis donc il y a eu une étude de Paul Stroobant en 1887 qui a conclu à une confusion avec les étoiles. C'est une étude qui... Miguel est tombé, qu'est-ce qui se passe? Non, Miguel a tourné la coupole. Ok, alors dans le chat, on me dit faut penser à rafraîchir la page avec F5 ou fermer et rouvrir sur téléphone pour faire apparaître WizKit parfois. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien répondu à la première question, il y en a d'autres. Voici donc la seconde question. Hop. C'est parti. Sur Vénus, où le soleil se lève-t-il? À l'est? À l'ouest? Au sud ou au nord? Alors, si on pouvait voir le soleil, parce qu'on nous a bien précisé tout à l'heure, Thomas nous a précisé que c'est pas évident avec la couverture nuageuse, l'atmosphère de Vénus, pas évident d'arriver à voir le soleil. Question piège, mais on peut imaginer effectivement, à supposer qu'on le voit. Si on le voyait, voilà, où se lèverait-il? Alors, il se lève trop tôt, dit F5 PDG. Ça, c'est vrai partout. Alors, il se lève à l'ouest parce que la planète a une rotation rétrograde. Donc, elle ne tourne pas dans le même sens. Je crois que c'est la seule, non? Oui. C'est la seule des 8 planètes majeures du système solaire. Tout à fait. Et donc, ceux qui ont répondu à l'est, et vous étiez 25, bien sûr, vous êtes tombés dans le piège. Donc, sur Vénus, si on pouvait voir le soleil, il se lèverait à l'ouest. Question suivante, il y a 6 questions. Quelle est la température moyenne à la surface de Vénus? 153 degrés Celsius, moins 23 degrés Celsius, 90 degrés Celsius ou 462 degrés Celsius. C'est une moyenne, Alors, la réponse est facile parce qu'on l'a donnée lors du deuxième stream que nous avons fait ensemble, il y a 2 ans. Il fallait suivre, exactement. Et comme nous dit Magician81, ceux qui ont répondu à l'est étaient à l'ouest, du coup. Ah, c'est parti. C'est parti pour les jeux de mots. Alors, donc on l'a dit, il fait très chaud, mais quand il fait très chaud, c'est vraiment très chaud. Donc la température est de 462 degrés Celsius et on a 25 personnes qui ont donné la bonne réponse. D'autres étaient plus modérés, 153 degrés, et puis certains ont répondu moins 23, là c'est plutôt des températures martiennes, ça. Donc effectivement, les conditions à la surface de Vénus sont terribles, il y a une température de fou, il y a aussi une grosse pression atmosphérique. Et les quelques sondes qui ont réussi à s'y poser n'ont eu qu'une durée de vie très limitée, du fait de toutes ces conditions. Alors, question suivante. Question 4. Combien de jours terrestres dure une journée sur Vénus? 29,5 jours terrestres, 0,9, 0,5 ou 243 jours terrestres? Là, c'est lié à la période de rotation de Vénus. Est-ce qu'une journée sur Vénus paraît plus courte ou plus longue que sur Terre?
Vous pouvez voter, vous avez encore quelques secondes. Et la bonne réponse est 243 jours terrestres. C'est-à-dire que non seulement elle tourne à l'envers, mais elle tourne très très lentement. Donc on est sur une planète très très particulière. Alors, show score. Ah oui, je peux montrer les scores. Oui, là on est à 4 questions sur 6. Alors où en est-on au niveau des scores? Eh bien pour l'instant c'est Super Kraken qui est en tête devant Image Numérique. Alors, est-ce que je peux le dénoncer, Super Kraken? Ah, parce que c'est quelqu'un de chez vous, c'est ça? Mais oui, c'est un collègue d'ici. Ah, d'accord. Ah bah bravo. Ah bah, mais en même temps, bravo à lui, bravo à lui. Devant Image Numérique, Pangolinette, Contestante 38. Alors ça, Contestante 38, c'est les gens qui n'ont pas accepté que leur pseudo apparaisse. Et French Tonterval, notre modératrice de choc, qui est en 5e position pour l'instant. Ah non, pardon, ça c'était sur cette question, pardon. Et sur le total, oui, mais sur le total, c'est aussi Super Kraken. Pour l'instant, devant Neferlunge, JJ7883 et Image Numérique. Mais ce n'est pas fini. Nous allons donc poursuivre avec l'avant-dernière question. Combien dure une année sur Vénus, cette fois-ci, en jours terrestres? 134,5, 352,9, 224,7 ou 67,2? Donc, est-ce qu'une année sur Vénus est plus courte ou plus longue qu'une journée sur Terre? J'avoue que je donne très très peu de temps, hein. C'est 15 secondes, c'est... Mais parce qu'en même temps, on a un programme très serré. Encore une fois, la Lune ne va pas nous attendre. Donc... Alors, par contre, les nuages, oui. Hein. Ah, par contre, les nuages nous attendraient, donc ça c'est... Effectivement. Alors... La bonne réponse était 224,7 jours terrestres. Donc là, effectivement, une année sur Vénus est plus courte que sur Terre. Vous étiez 19 à avoir donné la bonne réponse. J'en soupçonne certains d'être allés regarder sur Wikipédia, mais en tout cas, vous aviez la bonne réponse. Et nous arrivons à la dernière question de ce quiz. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même moins d'un jour par an sur Vénus. Tout à fait. Tout à fait. Et alors le diamètre de Vénus sur cette dernière question, j'ai lancé la question, pardon Miguel. Non, pas de souci. Le diamètre de Vénus à l'équateur, bien sûr, il faut être bien précis là-dessus. Donc est-ce qu'on est sur 12 103,6 km, 12 742, 3 474 ou 6 779? Alors, j'avoue que j'ai utilisé 12 742, c'est le diamètre de la Terre, 3 474, c'est celui de la Lune, 6 779, c'est celui de Mars, et donc celui de Vénus, c'était 12 103,6 km. Vous étiez 17 à avoir trouvé cette réponse. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut afficher ici... Ah, mais en fait, depuis le début, j'affiche pas les... Non. Eh bien, c'est Super Kraken, du Lesia, qui l'emporte donc... avec avec 65 000 points, alors c'est des points qui sont calculés en fonction des bonnes réponses, du temps mis pour les donner, etc. Devant Contestant 110, donc ça c'est quelqu'un qui n'a pas donné son pseudo. Image Numérique en 3e position, Neferlunge en 4e, JJ7883 en 5e, Lord Dishes et Contestant 89 complètent ce top 7. Bien, bravo. Mais je pense qu'avec des tentacules, c'est plus facile de répondre. Hein. On peut viser plusieurs touches du clavier en même temps, donc Super Kraken. Effectivement, bravo quand même. Il a des tentacules, il est astronome, donc ça doit aider. Bon, merci en tout cas pour votre participation, et puis voilà, c'était l'occasion d'avoir quelques petites informations sur Vénus, donc qui est présentée comme la jumelle de la Terre, mais qui... des caractéristiques quand même assez spécifiques. Oui, on va... Oui, enfin, je ne sais pas si c'est un appel pour qu'on relève un peu, qu'on continue sur ce que tu viens de dire, mais c'est un peu ça, effectivement, la grande question. C'est Vénus a à la fois des points communs flagrants, elle est quasiment de la même taille, au même endroit dans le système solaire, et elle évolue, comme on vient de le voir, très différemment de la Terre. C'est une des grandes questions qu'on cherche à comprendre, qu'on n'a pas toujours compris. Quelle est
qu'est-ce qui fait qu'une planète devient la Terre et qu'est-ce qui fait qu'une planète devient Vénus dans la formation et l'évolution du système solaire. Et donc l'étudier sous toutes ces cultures, ce qui est un petit peu l'objet de notre travail ici au LESIA et pour l'exploration spatiale des planètes en général, c'est de mieux comprendre à partir des données actuelles ce qui nous permet de comprendre leur destin et leur cheminement vers l'état dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. C'est important puisque la Terre évolue encore, avec toutes les questions qu'on se pose sur le climat. Et donc, bien comprendre ces trajectoires de ce qui fait qu'une planète est habitable ou non habitable est un enjeu crucial de la conquête spatiale, mais aussi de la recherche en astrophysique de nos jours. L'observatoire en particulier. Ce qu'on peut dire, pour rebondir sur ce que dit Thomas très simplement, c'est qu'une des raisons de la grande différence entre Vénus et la Terre, c'est la forme sous laquelle l'eau est présente. La moléculage de l'eau, elle est sous la forme liquide sur la Terre, l'un des océans. Sur Vénus, elle est sous forme gazeuse, et ça a complètement changé l'évolution des deux planètes. Parce que sur la Terre, on peut imaginer que sur la Terre, il y avait au départ aussi du gaz carbonique comme sur Vénus, mais grâce aux océans terrestres, le gaz carbonique s'est trouvé piégé dans les océans. En revanche, sur Vénus, l'eau était sous forme vapeur, le gaz carbonique y est resté, et ça a fait un effet de serre, vous savez qu'on parle beaucoup d'effet de serre, considérable sur Vénus et très modéré sur la Terre. Alors, je vois, on me dit qu'il y a de l'écho. C'est vraiment grave comme écho ou ça va? Parce que, bon, c'est beaucoup mieux pour l'écho. Ok, je viens de toucher un bouton, ça peut aider, ça peut aider. Alors, où en sommes-nous au niveau du ciel? Ah ben, on voit très bien les nuages. Alors, c'est important ces nuages. Bon, effectivement, ils nous empêchent de voir, mais c'est aussi une qualité. Même les nuages sur Vénus, qui sont encore plus épais que les nuages terrestres. Sur Terre, on a des nuages troposphériques comme ceux-ci, les cumulus, les nuages de pluie, qui sont à quelques 1000 ou 2000 mètres d'altitude. On a les stratus, les nuages en haute altitude jusqu'à 10 000 mètres. Sur Vénus, il faut se rendre compte qu'on a une épaisseur de nuages de plus de 20 km, entre 48 et 70 km d'altitude à peu près, qui est absolument infranchissable, impénétrable et qui entoure toute la planète. Donc c'est un obstacle même à notre connaissance de Vénus de base. Depuis le 19e siècle, avec des télescopes comme le télescope de 1 mètre à Meudon, ou d'autres, 20e siècle, début du 20e siècle, on avait des idées assez arrêtées déjà sur ce qui se passe sur Mars, sur Jupiter, sur Vénus. On ne voit rien du sol depuis qu'on a des télescopes. Et c'est encore aujourd'hui un des problèmes, c'est qu'on ne sait même pas finalement cartographier avec une bonne précision la surface. Donc on a beaucoup à faire encore pour bien comprendre cette planète. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat où on peut pas les voir nous, mais peut-être que tu peux les relayer ou. Alors n'hésitez pas à lancer des questions dans le chat. On me dit les scores du quiz, mais normalement les scores du quiz ne devraient plus apparaître. J'ai fermé le... Normalement, l'occultation a commencé sur Meudon. Alors, elle ne commence pas partout à la même heure sur toute la France. Donc, en particulier, moi j'ai vu à Perpignan, qui m'intéresse. Ça a commencé un petit peu plus tard. Donc, normalement, s'il y a des gens qui sont dans le sud, je pense qu'à l'œil nu, ils peuvent toujours sortir et voir Vénus qui est en train de légèrement toucher la Lune, mais nous, normalement, si on avait un ciel clair, là, Vénus a disparu derrière la Lune. Alors en pratique, les nuages, hein. Mais donc voilà, donc là, normalement, l'occultation a commencé. Alors, je vois que il y a un raid qui se produit actuellement. Alors, merci beaucoup au Radi Irradié pour son raid. Alors le raid pour nos invités, je précise, donc c'est une autre chaîne Twitch qui vient de terminer son stream et qui a envoyé généreusement son audience venir nous visiter. Donc merci beaucoup au Radi Irradié, dont vous pouvez suivre évidemment les aventures autour des influenceurs notamment. Donc merci beaucoup pour le raid. T'arrives pas de revenir, parce que t'es bien vu ici. Alors tu reviens quand tu veux. Et c'est un vrai plaisir de te recevoir à chaque fois, t'as compris ça?
Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, sachez que nous sommes en direct de l'Observatoire de Meudon. Nous avons aujourd'hui plein d'invités. Nous avons Miguel Montargès qui œuvre actuellement sur le télescope de 1 mètre sur le site de Meudon pour essayer de... Enfin, il ne peut pas faire grand chose parce que pour l'instant il y a des nuages, pour essayer de nous montrer l'occultation de Vénus par la Lune. Et puis donc de l'Observatoire de Paris, du LESIA, nous avons avec nous également Thérèse Ancrenaz et Thomas Wiedemann qui répondent aux questions que l'on se pose sur Vénus. Alors normalement vous ne devez plus voir, là je vous me disais il y avait les résultats du quiz, j'ai viré le quiz donc normalement vous ne le voyez plus, tout va bien. Alors par rapport donc au ciel, effectivement pour l'instant c'est un peu bouché, là il est jaune comme si on était sur Vénus d'ailleurs, mais, mais bon il n'y a pas effectivement grand chose. Alors ceci dit, c'est peut-être l'occasion de parler d'un sujet d'il y a quelques années, que vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Vous allez sans doute comprendre où je veux en venir. Voilà, il y a quelques années, on a entendu... Ah, attendez, hop, je vais l'afficher, ce sera mieux. On avait entendu dans les médias, c'était en 2020, voilà, une étude dans Nature qui parlait de traces de phosphine sur Vénus. Ce qui était important puisque, alors la phosphine, en quelques mots, donc formule chimique pH3, composée d'un atome de phosphore et 3 atomes d'hydrogène, donc quelque chose qui est très toxique, mais qui pourrait être d'origine biologique, pas que, mais c'est possible, et donc ce serait un marqueur d'une vie possible dans l'atmosphère de Vénus. Donc bien sûr, suite à ça, il y a eu une grosse couverture médiatique. Là, on voit par exemple, alors, je suis en train d'afficher là, voilà, BFM TV, tout comprendre. Que signifie la découverte de phosphine sur Vénus pour la recherche de vie extraterrestre ? L'événement le plus important dans la recherche de vie extraterrestre pour la NASA, la phosphine, ce gaz qui pourrait être signe de vie sur Vénus pour France Culture, etc. etc. TF1 apporter un peu de nuance en posant la question des signes de vie sur Vénus, point d'interrogation, et en disant de la phosphine sur Vénus, on ne va pas conclure pour autant qu'il y ait de la vie. Bon, mais il y a eu effectivement une grosse... Ah, la coupe elle bouge. Une grosse couverture médiatique à l'époque. Et puis, par la suite... Bon, les médias sont ainsi, ils s'intéressent aux choses un peu spectaculaires, et donc là, des possibles signes de vie, évidemment, c'est passé partout. Bon, par la suite, en fait, on a moins suivi dans les médias des nuances qui ont été apportées. D'ailleurs, on les voit quand on va sur l'article de Nature, il y a une note de l'éditeur en 2020, puis ensuite des addendums qui ont été ajoutés, et a priori, cette phosphine n'était peut-être pas si détectée que ça, et puis peut-être que son origine aussi est contestée. Alors, je ne sais pas, peut-être que Thérèse, il me semble que vous avez fait une étude sur le sujet, dès 2020 d'ailleurs. Oui. Peut-être que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé à propos de cette phosphine. Oui, en effet. C'est en septembre 2020 qu'une étude est sortie effectivement dans Nature, disant que l'équipe qui était de Cardiff, je crois, une équipe anglaise, disait avoir découvert la phosphine sur Vénus et assez imprudemment, à mon avis, laissait entendre qu'il n'y avait pas de mécanisme physique connu pour expliquer sa présence en dehors de la vie de molécules biologiques. Tout de suite, à vrai dire, ça a fait beaucoup d'effervescence, parce que d'une part, les spécialistes, il faut dire que les techniques de radioastronomie sont particulièrement spéciales et compliquées quand il s'agit de planètes brillantes comme Vénus. Et un très grand nombre de radioastronomes sont montés au créneau pour contester la méthode qui avait été utilisée pour trouver cette phosphine. Et d'autre part, moi j'étais avec une équipe qui travaillait dans un autre domaine de longueur d'onde, dans l'infrarouge, et on a cherché dans nos archives si par hasard on ne verrait pas la signature de cette phosphine si elle était présente. Et assez vite, on a trouvé un spectre dans lequel la phosphine était absente, et un mois après la première publication, donc je crois qu'on était en octobre, on a publié un article disant que nous, dans l'infrarouge, on ne la voyait pas.
À partir de là, il y a eu une énorme polémique qui a duré, qui dure encore d'ailleurs, parce que l'équipe qui était responsable de la première annonce continue à faire des observations en espérant la voir. Par ailleurs, il y a eu aussi une étude faite par le Vénus Express, donc la sonde qui est autour de Vénus. Ils ont aussi fouillé dans leurs données et n'ont pas vu la trace de phosphine sur les milliers de spectres qu'ils avaient enregistrés. Donc le point aujourd'hui, c'est que cette annonce était vraisemblablement une erreur. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui la moindre certitude que la phosphine soit présente sur Vénus. En plus, d'ailleurs, d'autres ont dit que quand bien même la phosphine serait présente, c'est pas parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de trouver un scénario expliquant sa présence, c'est pas pour autant que ça veut dire que la vie existe. Voilà, pour faire un résumé rapide de la situation. D'accord, alors j'en ai profité pour afficher l'article d'octobre 2020. Je vous le lirai pas en anglais, hein, parce que du coup mon accent est terrible. Mais en tout cas, voilà, vous avez, et j'ai mis dans le chat la référence de l'article. Voilà, si quelqu'un veut aller le voir, n'hésitez pas. Donc effectivement, beaucoup de nuances donc sur cette annonce spectaculaire au départ de la phosphine sur Vénus. Donc a priori, on n'a toujours pas détecté de traces de vie, et il faut bien dire que les conditions sont très difficiles quand même sur Vénus pour accueillir la vie. Oui, alors peut-être là on pourrait dire un mot sur comment cette idée farfelue a pu naître. C'est parce que au départ, il faut savoir que donc Vénus, au départ, le Soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. Ce qui fait que la température sur Vénus, au début de son histoire, était plus faible qu'aujourd'hui et peut-être compatible avec la présence d'océans liquides. Ce n'est pas une certitude, on ne le saura sans doute même jamais, mais ça n'est pas complètement exclu si on considère juste la distance de Vénus au Soleil et la lumière émise par le Soleil à cette époque. Et là, un certain nombre de chercheurs ont dit, mais alors la vie a pu apparaître au tout début, et au fur et à mesure que le Soleil chauffait de plus en plus, la température montait, la vie aurait pu migrer depuis la surface vers les nuages. Et ce que disent les gens qui s'intéressent à la vie sur Vénus, c'est que si la vie existe, elle est présente au niveau des nuages sous forme de micro-organismes. Ça, il ne faut certainement pas trouver des petits hommes verts sur Vénus. Voilà. Alors, justement, donc il y a une question dans le chat qui... à ce sujet, Yoascan qui demande: est-ce que des missions en ballon-sonde stationnaires dans les hautes couches atmosphériques qui devraient être plus supportables pour les composants est toujours envisagée? Donc je pense que c'est pour étudier effectivement ce qui se passe dans l'atmosphère, qui donc a priori serait peut-être plus intéressant que ce qui se passe au sol. Alors oui, on se concerte pour savoir lequel de nous deux répond. Donc les futures missions ne vont pas... Alors on a regardé même dans les précédentes missions qui avaient cette capacité à mesurer la masse des molécules présentes dans l'atmosphère, ce qu'on appelle des spectromètres de masse, même avec des qualités moindres que celles qu'on peut réaliser aujourd'hui, les missions de descente de Pioneer-Venus, les missions russes également, s'il n'y avait pas la trace de cet élément chimique, et on ne l'a jamais trouvé. Donc il n'y a pas de preuve que cette molécule existe dans les nuages. Cependant, les instruments de l'époque étaient à mauvaise résolution, il y avait une certaine ambiguïté dans les résultats. Donc les prochaines missions de descente dans l'atmosphère ou de survol, comme le pose votre auditeur, exactement, vont essayer à nouveau de regarder. Alors la prochaine est prévue du côté NASA. C'est une mission qui s'appelle Da Vinci. C'est un module de descente qui va être largué depuis l'espace et descendre jusqu'au sol en 2031, en juin 2031 de mémoire. Et les analyseurs de bord auront la capacité, en passant à travers les nuages, de détecter ou non cette molécule. Donc on aura une mesure définitive de grande précision. Mais comme on le disait tout à l'heure et comme Thérèse le disait, même si on en découvre des fractions infinitésimales, ça n'a aucune raison particulière d'être appliqué à un phénomène biologique. Ça peut être tout à fait de la chimie naturelle. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier
des annonces un petit peu excessives dans notre domaine. Comme disait un de nos collègues, François Forget, des annonces extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires elles aussi. Et là, jusqu'à présent, on n'en a vu absolument aucune dans ce domaine. Alors, on me demande, c'est pas Veritas la prochaine en 2029. Alors, il y a plusieurs projets de mission, et notamment il y a Envision aussi, dont on va peut-être parler un peu plus tard. Est-ce que on peut faire un petit retour? J'ai juste en quelques diapos ici le passé de l'exploration de Vénus. Pour rappeler que donc ça fait depuis les années 60 qu'on envoie des objets vers Vénus. Il y a eu un premier survol par Mariner 2 en 1962, une première descente par Venera 4, qui était là cette fois-ci une sonde de l'URSS, en 1967. On a étudié son atmosphère en 1969, on a commencé avec Mariner 5, les sondes Verena 5 et 6. Et puis il y a eu des premières données au sol recueillies par Venera. C'est des sondes, elles étaient très vénères parce que pour aller sur Vénus, il faut en vouloir. Il faut vraiment être sacrément bien conçu. Donc parce qu'il y a une durée de vie très limitée en fait pour les objets qui se posent à cause de la pression qui est dingue, à cause de la température qui est dingue aussi. Donc Venera 7, Venera 8 ont envoyé des données au sol. 1975, on a des images prises par Venera 9 et 10 qui étaient les premières. Là, vous avez une image brute en bas et puis là, vous avez les sondes telles qu'elles se présentaient dans leur bouclier thermique. Et donc ça, c'est des images du sol. Retraité légèrement qui donne une idée de ce qu'on verrait si on se posait à la surface. En 1978, les Américains avec Pioneer Venus Multiprobe ont aussi posé des sondes au sol. Ils ont envoyé aussi un orbiteur, Pioneer Venus Orbiter, qui est resté de 1978 à bien plus tard en fait en orbite et qui a donc donné notamment là cette image des nuages de Vénus vus dans l'ultraviolet. Et puis les sondes de Venera 13 et 14 se sont posées en 1982, envoyant là aussi des images de la surface de Vénus. Ensuite, en 1985, les sondes Vega, qui était au départ un projet, d'après ce que j'ai lu, où la France, le CNES pouvait être impliqué, puis finalement non. Et donc là, c'est... On reprendra après, je vous laisse terminer, mais il y a des choses à dire peut-être là-dessus. Et donc notamment, là, il y a eu des ballons, effectivement, des ballons sondes dans l'atmosphère, mais qui apparemment étaient plus petits que ce qui avait été envisagé au départ. Une cartographie. Je vous laisse terminer, mais c'est la première fois et la seule à ce jour qu'on a fait voler des ballons dans une autre atmosphère que la Terre. C'est un événement dans l'histoire de l'astronautique. Donc je vous laisse continuer. Et vous vouliez donc ajouter un mot sur la... Il y avait des instruments français sur la mission Vega au sol, un en particulier sur lequel j'ai fait une partie de ma thèse de doctorat, donc je les connais bien. Et donc c'était vraiment une participation française très importante au contraire, la mission Vega. Vega, c'est un acronyme, c'est le nom de l'étoile, mais c'est un acronyme qui veut dire Venera Gale, et en russe ça veut dire Vénus et la comète de Halley, parce qu'elle a la même mission également, c'est une mission incroyable, avec un module de descente, une observation de Vénus depuis, et le largage des ballons, on ne pourrait pas imaginer une complexité pareille aujourd'hui. Et c'est incroyable. Et c'est la dernière fois qu'on a effectivement entré dans l'atmosphère de Vénus. C'était en mars 1985, la descente des 2 modules Vega. Et depuis donc presque 40 ans, on n'a jamais remis un sonde. Et Da Vinci sera la prochaine. Alors j'entendais juste après, avant qu'on parlait de Veritas, un de vos auditeurs. Veritas sera un satellite de Vénus, comme Envision, un radar embarqué, mais il ne rentrera pas dans l'atmosphère. Pour mesurer la phosphine in situ, il faut une sonde de descente. C'est pour ça que j'avais parlé de Da Vinci. Mais Veritas, effectivement, est susceptible de partir avant, ou était susceptible de partir avant Da Vinci, ce qui sera sans doute pas le cas désormais. On vous laisse continuer. Merci. Mais merci pour les précisions, en particulier sur les instruments français, parce que c'est vrai que les infos que j'avais trouvées n'étaient pas très claires à ce sujet. Une cartographie de la surface a été réalisée par la mission Magellan, à partir de 1989.
Donc là, c'était un orbiteur américain, grâce auquel voilà, on a des images notamment de Golubkina, qu'on voit en dessous là, des cratères qu'on a pu voir par ce biais. Ensuite, Vénus Express en 2005 pour étudier l'atmosphère, le rôle de l'effet de serre, on en parlait tout à l'heure, ainsi que l'activité tectonique, l'activité volcanique à la surface. Alors là, c'est une vue d'artiste qui vous est présentée. Donc là, c'était une mission de l'ESA. Et puis, en 2010, pour étudier le climat, c'était une sonde japonaise, cette fois-ci, Akatsuki. J'espère que je le prononce bien. Voilà, et donc là, c'est disons, l'historique des missions jusqu'à ce jour, et donc effectivement, à l'avenir, Da Vinci et puis Envision, qui sont prévus pour la prochaine décennie, disons. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être qu'on va pouvoir approfondir un petit peu sur Envision. Je fais juste un tour par Meudon, mais comment ça se passe au niveau du ciel? Alors, Thérèse et Thomas sont aussi à Meudon, hein. Ils sont à quelques centaines de mètres de moi, là, dans un de nos bâtiments. Eh bien, il y a des nuages, voilà. J'ai vu la Lune pendant 2-3 minutes dans le chercheur, mais là, c'est de nouveau complètement bouché. D'accord, donc pour l'instant, effectivement, nous n'avons ni la Lune, ni Vénus, forcément, parce qu'à cette heure-ci, de toute façon, Vénus serait derrière la Lune. Donc, quand bien même... En fait, moi, je suis surtout en train de surveiller qu'il n'y a pas d'averse qui arrive, au cas où il faudrait fermer la coupole en urgence. Bien sûr. On peut se poser la question si ces passages de la Lune devant Vénus sont fréquents. Peut-être que ça intéresse les visiteurs. Réponse oui, ils sont pas si fréquents quand ils sont observables, mais évidemment Vénus n'est pas toujours levée, la Lune non plus, quelquefois c'est en plein jour, mais les trajectoires des planètes et de la Lune ne sont pas tout à fait dans le même plan, et vu depuis la Terre, il y a des effets de parallaxe. C'est pour ça, par exemple, que l'horaire de l'événement n'est pas exactement le même selon la ville. Miguel disait tout à l'heure qu'à Perpignan, c'était pas la même heure qu'à Meudon. Donc voilà, tous ces mécanismes angulaires et ces phénomènes sont liés avec le temps de ces phénomènes. Et c'est d'ailleurs l'astronomie depuis des siècles a été un peu la science de ces prédictions de l'ensemble de ces phénomènes de position et de rapprochement des planètes, ce qui a un certain nombre d'importance. Ça peut être encore important aujourd'hui. On s'intéresse par exemple aux occultations d'objets très lointains dans le système solaire, d'une étoile qui, elles, sont encore plus lointaines pour les mesurer. Donc ces alignements d'objets restent encore, et leurs prédictions restent encore un outil important de notre travail à l'Observatoire de Paris en particulier. Alors là, on a sans doute un astronome amateur dans le chat qui nous annonce que la prochaine occultation planétaire, ce serait Saturne le 21 août 2024, mais que ce serait à 3h du matin, donc ça va être difficile de le faire en direct. Alors moi, elle est sur ma liste de choses à faire, et j'espère bien ne pas être à ce télescope pour montrer l'occultation de Saturne par la Lune. En plus, le 21 août, les chances d'avoir du beau temps sont quand même plus importantes que le 9 novembre. Bah écoutez, prenons rendez-vous tout de suite, alors on se fera un stream à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, avec grand plaisir, hein. Mais il faudra voir où nous serons. On n'en dit pas plus. Alors, on a une question dans le chat, avant d'aborder peut-être les autres missions futures. Question un peu bête, je m'en excuse. Quels sont les indicateurs permettant de qualifier qu'il y a de la vie? Ou pas, du coup? Eh bien, une chose qu'on peut chercher, c'est l'oxygène. Ça, c'est parce qu'on n'a pas d'autres exemples de vie que celle qu'on a sur Terre. Et on sait que sur Terre, la vie est apparue dans une atmosphère qui est sans doute la même que celle de Mars ou Vénus au départ, qui a été transformée par l'apparition de la vie et qui a donné en particulier donc l'apparition de l'oxygène. Donc, une chose qu'on peut chercher, c'est l'oxygène. Et ça, on le fait en mesurant le spectre, c'est-à-dire l'analyse de la lumière en fonction de la longueur d'onde, dans un domaine particulier qui est l'infrarouge. Et plutôt que chercher l'oxygène, qui n'a pas des signatures spectrales très fortes, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile à détecter
elle-même, on prend l'ozone, qui est une molécule qui est un produit de dissociation de l'oxygène, O3, qui a, elle, des bandes d'absorption, enfin des signatures, des caractéristiques très visibles dans le spectre. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, pour les exoplanètes, pour lesquelles on commence maintenant à pouvoir mesurer le spectre infrarouge. Et la recherche de cette signature d'ozone, ça fait partie des objectifs d'une mission comme le JWST, par exemple. Alors, j'en profite. Pardon, excusez-moi. Hop, j'en Oula. profite pour. Non, je voulais donner un lien dans le chat sur voilà, pour comprendre effectivement comment on peut étudier avec les spectres. Il y a une petite vidéo vite fait. Voilà, vous pourrez aller la consulter si si besoin pour comprendre effectivement comment on peut étudier des objets lointains à travers leur spectre. Alors, il y a j'ai vu une autre question. Alors j'ai vu que Super Kraken donnait une réponse, le fameux Super Kraken, je ne sais pas de qui il s'agit, mais donnait une réponse qui est assez comparable à celle que vous venez de donner. Donc ça veut dire que vous êtes plus ou moins d'accord. C'est bien. Je vais juste dire que je vais fermer la coupole, parce que déjà là, ça se couvre de plus en plus, et je viens de consulter le radar de pluie, et normalement, il risque de pleuvoir sur Meudon à 11h40. Et comme ça peut être un peu en avant ou en retard, ben, je préfère ne pas prendre de risque. J'espère que vous m'en voudrez pas. Tu as raison, Miguel. C'est très belle. Ah, s'il pleut, de toute façon, il n'y a pas de nuages, il y a des nuages, hein, donc effectivement. Donc, ça va faire un peu de bruit puisque je vais tourner la coupole et ensuite je vais monter la fermer. Celle-ci se ferme à la main. Je vais essayer quand même de cadrer pour que vous puissiez voir l'opération quand même. Ouais, ça sera toujours ça de prix. Oh, bah c'est déjà pas mal. Là. C'est pas mal, là. Ouais, c'est pas mal. Faut que je la tourne. Alors, attends, je m'excuse pour le bruit. Attention au déraillage, hein. Elle n'a pas de chaîne, celle-là. Il n'y a pas de chaîne, ah bon, d'accord. Si j'ai quelque chose qui déraille, c'est la coupole elle-même. Et là non. Ou l'astronome, mais bon, ça peut arriver aussi. Oui, ça aussi, mais c'est moins grave. Voilà. Donc là, j'ai tourné. Et alors, est-ce qu'on peut montrer l'ouverture pour montrer qu'elle va se fermer? Comme ça, là, peut-être? Oh. Là. Bon. Eh, mais vous êtes super équipés, hein. Depuis les premiers streams, on a fait beaucoup de progrès. Ah, mais... on a compris qu'il fallait qu'on soit sérieux maintenant. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je ferme la coupole, mais je laisse le télescope pointé. Ce qui fait que si ça se dégage, normalement, on reste sur Vénus. C'est incroyable, ce sont encore manuels. Alors, Elle attrape elle est électrifiée. Heureusement. et la lumière diminue, c'est bien fichu, hein. Il y a quand même une lumière à l'intérieur. Heureusement pour Miguel. Alors, il y a de la lumière à l'intérieur, mais en fait, comme le télescope prend toute la coupole, contrairement à la table équatoriale, il cache une partie de la lumière. En tout cas, voilà le télescope à l'abri. Et l'astronome aussi, d'ailleurs. À l'abri de la... Oui, alors l'astronome, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment le télescope. Alors, il y a une question dans le chat, où là, on va revenir peut-être aux bases de l'observation, mais qui nous dit, j'ai une question un peu bête, mais un télescope comme celui de Miguel pour voir aussi loin, c'est le même principe qu'une énorme loupe. Alors, le même principe qu'une énorme loupe. Alors oui, d'autant plus que, bon, on va révéler des petits secrets, c'est que en fait, on n'a pas regardé à travers le télescope, hein, parce que il a une très grande focale, hein, le 1 mètre de diamètre, ça fait 22 mètres de focale, donc il grossit énormément, ce qui fait qu'on aurait que Vénus et on verrait pas bien la Lune. Donc là, voilà, j'en vois un peu l'arrière. Je vais un peu éclairer parce que il n'y voit pas grand-chose. Alors, est-ce que ça éclaire ou pas? Très bien. Aussi, voilà. Donc en fait, on voit qu'il y a deux tubes. Donc ici, vous avez le tube du 1 mètre de diamètre, donc le télescope, avec des miroirs. Donc là, ça grossit, on peut dire comme une loupe, mais c'est à base de miroirs qui ne sont pas plans, donc qui sont ici paraboliques, il me semble, et hyperboliques, et qui renvoient la lumière ici à l'arrière, qui vont faire une image grossie. Et en fait, si vous regardez, la caméra, elle n'est pas sur le télescope, elle est là-haut, sur le petit tube. Alors, le petit tube, plus petit en tout cas que le gros. C'est une lunette astronomique, elle, qui fait 32 cm de diamètre, qui date des années 1920-1930.
qui est magnifique, hein, qui fait de très belles images. Et donc, on regarde à travers ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment une loupe, parce que c'est une lentille qui ferme une image à l'arrière. Donc ça, c'est une grosse loupe. Ah, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, on regardait finalement à travers la lunette. Parce qu'elle a un plus grand champ. Et donc, tout à l'heure, on a réussi à voir un petit peu la Lune, hein, qui arrivait sur Vénus. Dans le télescope, on ne l'aurait pas vu, parce qu'il a un champ tellement étroit que ça ne nous aurait pas permis de voir l'arrivée de la Lune. D'accord. Très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette question et cette réponse finalement. Alors, peut-être qu'on peut donc du coup, à moins que vous ayez d'autres précisions à apporter, Miguel. Alors si, moi j'avais juste une précision, mais je pense que mes collègues allaient sans doute le dire, mais tout à l'heure vous avez mentionné Vénus Express, et je pense qu'on peut quand même dire que le LESIA a contribué à Vénus Express, si je ne me trompe pas. Parce que nous sommes tous les trois, nous travaillons tous les trois au LESIA. Bien sûr, donc il faut qu'on précise bien, hein, effectivement, le LESIA, donc c'est le labo. Le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Donc c'est le laboratoire au sein de l'Observatoire de Paris dont nous faisons partie. Donc il y a 6 laboratoires à l'Observatoire de Paris pour l'instant. Ça va bientôt changer. Et nous sommes tous les trois du LESIA. Effectivement, le LESIA a fourni l'un des instruments importants de la mission Vénus Express il y a quelques années. C'est une mission européenne en orbite autour de Vénus qui a été lancée en 2006 et qui a fonctionné jusqu'en 2014. Donc ça a été elle a finalement, dans cette longue interruption d'exploration de Vénus, elle a été l'exception qui nous a permis d'ailleurs de développer une communauté scientifique européenne intéressée à Vénus à travers les différents États membres de l'Agence spatiale européenne, ce qui a beaucoup aidé à nous allier aux Américains pour proposer cette mission Envision, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que le LESIA est en pointe dans l'exploration et l'étude de la planète Vénus, et c'est quelque chose qui va se poursuivre puisque nous sommes également impliqués dans ces futures missions. Merci Miguel de cette mémoire de la mission Vénus Express. Oui, avec plaisir. Alors peut-être c'est le moment de Thomas que tu nous parles de la mission Envision, dont tu es l'un des piliers. Donc il y a eu depuis la dernière descente d'une sonde dans l'atmosphère de Vénus, 1985, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai que Vénus a été un peu abandonnée par la conquête spatiale à cause de cette énorme température et de cette incapacité à imaginer qu'un jour l'homme pourrait poser le pied sur cette planète, ni même y vivre, qu'il y ait même eu de la vie ou qu'il puisse en exister encore aujourd'hui. Et c'est un peu ce qui guide les agences spatiales pour l'exploration de l'univers, c'est la recherche de la vie, la recherche de l'eau, la recherche d'autres civilisations. C'est un facteur très très important qui a fait que Vénus a été laissée de côté. Et on s'est toujours surpris les uns et les autres de se dire mais comment est-ce que cette planète aussi proche de nous, aussi brillante dans le ciel, on l'a vu quand même tout à l'heure, c'est une proche voisine après la Lune, qui fait partie de notre système solaire interne, mais qui est en plus celle qui nous ressemble le plus en taille, en masse, en diamètre, comme on l'a vu tout à l'heure. Mars ne fait que 10% de la masse de la Terre environ. C'est une planète beaucoup plus petite. On s'intéresse beaucoup au destin croisé de la planète Terre et de la planète Mars. On pense un jour aller poser des hommes sur Mars, même si c'est encore un sujet très, très, très lointain et d'un lointain avenir. Mais Vénus a la même dimension que la Terre. C'est ça qui est très important. Elle a la même gravité, beaucoup de points communs. Elle a donc un noyau, un manteau, une surface et une atmosphère qui sont couplés par des processus géophysiques un peu analogues aux nôtres, et pourtant elle a une évolution très différente. Et c'est le principal objectif de la mission Envision, c'est de justement étudier non seulement l'atmosphère, non seulement la surface, avec un radar de bien plus haute technologie que ceux des missions précédentes, Magellan en particulier en 1990, et donc de mieux comprendre la complexité de cette planète aujourd'hui, savoir s'il y a de l'activité encore, des volcans actifs, et l'atmosphère justement va nous permettre, à travers l'étude des gaz et de la distribution des espèces chimiques du sol jusqu'à la haute atmosphère, de voir s'il n'y a pas également dans l'atmosphère un diagnostic de l'activité biophysique
la présence de volcanisme actif dans cette planète. Elle a tout pour être active, elle a tout pour être aussi, elle a beaucoup de chaleur en quelque sorte à émettre depuis l'intérieur jusqu'à la surface, jusqu'à l'atmosphère, comme la Terre. Il n'y a apparemment pas de rift, de zone tectonique, de zone comme il y a sur Terre des régions très actives, la dérive des continents, des choses qui témoignent de l'énergie qui se transmet du manteau à la surface et à l'atmosphère. Et donc on essaie de comprendre pourquoi. Alors que cette planète Vénus est pourtant extraordinairement jeune, la surface est quasiment vierge de tout impact de cratères. Il n'y a qu'à peu près 900 cratères d'impact, c'est très peu par rapport à la Lune, par rapport à Mars même. Et on essaie de joindre les deux bouts en quelque sorte et de comprendre ce qui fait à la fois l'activité et l'apparente jeunesse de cette planète et ses différences avec la Terre. C'est très brièvement résumé un petit peu tout ce qu'il reste encore à découvrir sur cette planète. Ne serait-ce que la cartographie, puisque les images radars qu'on a du passé ne sont qu'à un point tous les 200 mètres environ, c'est-à-dire des images qui ne nous permettent pas de faire tous ces diagnostics. On peut voir un certain nombre de choses, mais toute la science qu'on peut faire avec des images plus précises nous manque encore. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loupe, le télescope. Donc, effectivement, il faut des images pour observer le sol, mais il faut aussi des spectres. Donc, il y a des spectrographes à bord de la mission Envision, et c'est ce couplage entre l'analyse spectrale de la lumière infrarouge, ultraviolette, et de l'imagerie radar qui va nous permettre un diagnostic sans précédent sur cette planète. Et on est très heureux que l'Europe ait pu se positionner dans ce programme d'observation. Comme vous le disiez tout à l'heure, le lancement est prévu en 2031 et une arrivée en 2035, donc on a encore quelques temps pour se préparer et former une jeune génération de chercheurs qui pourront exploiter ces données au milieu de la décennie prochaine. Voilà. C'est donc un lancement, oui, prévu, donc vous avez dit 2031. C'est ça, novembre. À l'heure actuelle, c'est prévu en novembre, ça pourra changer, mais enfin pour l'instant, une caractéristique d'Envision, c'est que c'est aussi quand vous avez un satellite, vous avez le satellite lui-même qui est fourni par les industriels et les instruments scientifiques, comme celui dont on parlait pour Vénus Express, fabriqué au LISIA, qui s'ajoutent au satellite. Voilà. C'est donc des prototypes. Chaque mission spatiale est différente des autres, donc il y a tout un travail préparatoire énorme. Donc la France fournit également des instruments sur Envision, mais d'autres États membres. Et la particularité de Envision, c'est qu'il y a le principal instrument, le radar, sera apporté et fourni par la NASA, par les États-Unis. Donc les États-Unis fournissent le plus important, le plus lourd et le plus onéreux des instruments de la mission Envision. Donc c'est l'objet d'un partenariat sans précédent entre l'Agence spatiale européenne pour l'Europe et la NASA pour les États-Unis. Et donc c'est aussi quelque chose qui donne à Envision une visibilité et en quelque sorte un écho très important de part et d'autre de l'Atlantique. On est très content aussi de ce partenariat. Alors, je dois dire, à l'écran, j'ai mis que le drapeau européen sur le... J'aurais dû mettre les deux, désolé. Voilà. Et le lanceur, ce sera un lancement par Ariane ou... Vous savez déjà, peut-être? C'est prévu par une Ariane 6. Voilà, c'est avec 2 boosters, c'est-à-dire c'est l'Ariane qu'on appelle 62, c'est-à-dire 6 avec 2 fusées à poudre sur les côtés, lancées de Guyane. Donc la fenêtre de tir s'ouvre en novembre 2031. Et donc on espère pouvoir offrir un lancement aussi spectaculaire que les lancements récents de la mission JUICE et de la mission JWST du James Webb par Ariane 5 il y a à peine un an. Et c'est aussi une des fiertés de l'Europe spatiale, c'est d'avoir cette autonomie de lancement à travers notre centre spatial de Guyane. Et Envision bénéficiera de cette infrastructure pour son lancement. On peut peut-être ajouter un mot sur le radar d'ailleurs. Oui. L'avantage du radar, c'est radars de nouvelle génération qui ont des capacités que n'avait pas celui de Magellan par exemple. C'est que non seulement on a une excellente cartographie, mais on a aussi l'altitude. Et des petites variations d'altitude peuvent, on espère, nous permettre de mettre en évidence un volcanisme actif actuel. Et ça, c'est une grande question que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à... Une question à laquelle on n'a pas réussi à trouver de réponse, c'est que est-ce qu'il y a un volcanisme actif sur Vénus aujourd'hui ?
avec la couche de nuages qui nous empêche de voir la surface, c'est extrêmement difficile à mettre en évidence. Et ces radars, donc, si tout va bien, devraient être capables de mettre en évidence des petites variations d'altitude qui pourraient être la signature justement d'un volcanisme actif. Alors, je vois dans le chat des questions où on nous dit est-ce que ça va être comme pour Mercure, c'est-à-dire des catapultages depuis différentes planètes pour se placer en orbite autour de Vénus, donc de très longues années de voyage alors que c'est tout proche? Puisque vous avez dit il y a 5 ans, je crois. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs scénarios déjà, parce qu'on est contraint par la masse de départ. Le problème de Vénus, c'est qu'elle est entre la Terre et le Soleil, et en quelque sorte, on tombe vers Vénus. Contrairement à un voyage vers Mars où la sonde ralentit pour arriver à l'aphélie de sa trajectoire elliptique, sur Vénus, on accélère. Donc, il faut d'autant plus freiner à l'arrivée si on veut se mettre en orbite autour de Vénus. Donc, ça implique d'emporter soit énormément de carburant, ce qui alourdit et le poids de la sonde, de l'ensemble de la mission au lancement, et surtout le coût, puisque le emporter implique un coût supérieur, mais aussi ça complique les opérations à l'arrivée. Voilà. Donc le freinage est chimique, c'est-à-dire qu'il y a un moteur dirigé vers l'avant qui va freiner, mais pour optimiser ce freinage, je reviens à la question d'intégration, on va utiliser une technique qu'on avait commencé à explorer pour Vénus à la fin de la mission Vénus Express. On a essayé et ça fonctionne. Ça a été également fait sur ExoMars, la TGO. On a eu un aérofreinage sur Mars. Donc on a une certaine expérience de cette opération en orbite qui est très critique, très difficile. Mais on va utiliser un frottement extrêmement ténu en rapprochant la sonde à un seul endroit de son orbite de la haute atmosphère de Vénus pour freiner par étapes successives. Donc ça va durer à peu près 1 an et demi, 15 ou 16 mois. À l'arrivée. Donc déjà ça va ralentir le début des opérations, ce qu'on appelle l'aérofreinage. Et ça va permettre de circulariser l'orbite et de la mettre dans son format définitif. Mais avant ça, effectivement, le voyage va durer 15 mois environ. On pourrait imaginer que ça dure plus lentement, mais on fait un tour autour du Soleil. Je suis désolé, mais la caméra vient de tomber. On vient d'atterrir sur le sol. Visiblement, c'est de la moquette sur Vénus. Voilà, il y a de la moquette sur Vénus, c'est une grande découverte. Et vous avez assisté en direct à l'atterrissage, à l'aérofreinage au périsson. Voilà, on va y arriver. Alors, comme on est énervé, ça va pas tenir. On est vénère, comme vous disiez tout à l'heure. C'est bon. Sinon, on met l'autre caméra. Oh bah non, tu vas pas la tenir. Non, c'est bon, ça tient. Tu respires plus. Ça va. Alors voilà, donc pour résumer, il y a 15 mois entre le tir depuis Guyane et l'arrivée sur Vénus, et il y a encore 15 mois d'aérofreinage pour circulariser l'orbite. L'orbite de Envision sera une orbite polaire, c'est-à-dire qui passe, ou quasi polaire, qui passe par le pôle Nord et le pôle Sud de Vénus. Et à assez basse altitude, à peu près comme l'ISS, faut s'imaginer l'ISS autour de la Terre, mais rapporté à Vénus. Donc ça fait une orbite très courte, seulement 1h30 pour faire le tour de Vénus. Et donc, ce qui veut dire une quantité d'observations phénoménale. Malgré la proximité de Vénus, le problème c'est d'envoyer les données sur Terre. Et les données radar, c'est une quantité colossale de terabits de données à transmettre sur la durée de la mission. Donc la dimension de l'antenne, son orientation vers les stations de réception terrestre font partie du scénario de la mission, ce qui demande un très très grand nombre de réunions, mais aussi de discussions pour savoir la stratégie d'observation et de transmission des données jusqu'à la Terre. Alors on parlait du volcanisme tout à l'heure, Thérèse parlait du volcan actif. On te voit plus. On voit plus Thérèse, effectivement, c'est ce que j'allais dire. On va y arriver. On peut pas mettre la caméra du... On va essayer de mettre la caméra de l'ordi, ce sera plus simple. Oh, mais jusqu'à ce qu'elle tombe, tout allait bien. Hein. Il y a du vent sur Vénus, hein, donc ça... L'équilibre est stable. stable. Et puis alors, voilà. non, elle tient pas. Non. Et si tu arrives... On va changer la caméra, on va y arriver. On va mettre l'autre caméra. Thomas sait faire.
On nous dit Thérèse est occultée, mais là, c'est carrément la sonde vient de se cracher là. Hein. C'est la nuit, c'est stable, c'est ça. Si, c'est ça, Ouais, voilà. Vous le voyez, regardez. Ah, mais Vous voyez. voilà. Voilà, on a rallumé. Alors il fait nuit sur Vénus quelquefois, et 117 jours par an, par mois, par jour, vénusien, puisque 243 divisé par 2. Bref. Donc, le 15 mois d'aérofreinage, 15 mois de... Alors il y a effectivement un tour autour du Soleil avant le début de l'aérofreinage, donc ça fait une orbite assez longue, mais c'est pour des raisons d'orientation des deux plans. Le problème, c'est que les plans de l'orbite de la Terre et le plan de la Lune ne sont pas tout à fait coplanaires, donc on ne peut pas tirer avec des fenêtres de tir. Donc, il y a un certain nombre de contraintes astronomiques pour optimiser la faisabilité et le coût du lancement et du transfert vers Vénus. Voilà, je pense que ça a répondu à peu près aux questions. Tout à fait, tout à fait. Non, puis on comprend bien qu'effectivement, c'est un... Enfin voilà, on n'envoie pas des missions vers Vénus tous les jours, donc il faut être optimal sur la manière de l'approcher. Quoi. C'est ça, ah oui, juste avant que la caméra tombe, j'étais en train de parler du volcanisme, qui nous a surpris. Donc Thérèse parlait des effets y compris l'interférométrie radar, qui est possible. Surtout Veritas va avoir cette capacité, et j'espère qu'un jour peut-être Envision l'aura, c'est-à-dire la capacité de détecter des petits mouvements du sol depuis l'écho-radar grâce à l'interférométrie, mais également la topographie, la texture du sol peut être mesurée par polarimétrie. Le radar a des capacités de mesurer si le sol, par exemple, est pulvérulent, c'est-à-dire si c'est une texture un petit peu plus rugueuse ou au contraire lisse, ce qui donne des indications depuis l'espace. Le radar va observer en stéréo la même région mais vue de deux points de l'orbite différentes, ce qui permet de faire une altimétrie en complément du pulse d'altimétrie qui est produit pour reconstituer la surface en 3D, mais avec une résolution bien meilleure que ce qu'il y avait auparavant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir s'il y a des falaises sur Vénus, s'il y a des escarpements, parce que pour l'instant, on n'a qu'un point tous les 200 mètres, donc on ne peut pas le dire. C'est pour ça que les images du sol de Vénus qu'on voit sont totalement finalement imaginaires, puisque les surfaces sont simplement moyennées sur les points, un point tous les 200 mètres. Et donc, tout ceci va requiert une grande quantité de données. Donc, sur Envision, on a pris le parti de se focaliser sur 20% de la surface de la planète qui, selon nous, comporte les régions les plus intéressantes du point de vue scientifique, qui répondent au mieux aux questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la géologie, l'activité, l'histoire de la planète, le climat, les relations entre le climat à long terme et l'intérieur de la planète, savoir s'il y a de la tectonique, du volcanisme actif, alors qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus, dépourvues en apparence, en tout cas sur les données Magellan, de lieux intéressants. Donc on va au contraire, plutôt que d'observer tout une fois, on a décidé durant les 4 années de la mission d'observer plusieurs fois les mêmes endroits pour voir s'il y a des changements au cours de la mission, ce qui va nous donner un élément de plus pour étudier l'activité de la planète dans la durée. S'il y a des glissements de terrain, s'il y a des problèmes des laves, des cheminées, des bouches volcaniques qui se sont étendues, ce qui sera la preuve qu'il y a eu un phénomène géologique en cours. Oui, parce que jusqu'à présent, donc c'est vrai qu'on n'a aucune donnée là-dessus, quoi. Voilà, on est dans le flou, c'est-à-dire que les images antérieures sont compatibles avec une activité volcanique. Il y a quelques, smoking guns, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'il y a de la fumée qui pourrait témoigner par exemple, la mission Vénus Express, je pense que c'est l'une des images que vous avez montrées, d'après ce que j'ai compris. On voit de l'émissivité, c'est-à-dire un rayonnement infrarouge de la surface qui est un petit peu supérieur à ce qu'il devrait être avec l'équilibre thermique avec la surface de la basse atmosphère. L'atmosphère est comme la Terre, il fait un peu plus froid sur les sommets que dans les vallées. Sur Vénus, c'est pareil, même si on part de très haut, il fait 460 degrés dans les plaines, mais il peut faire un petit peu moins, 410, 400, 390 degrés au sommet des plus hautes montagnes. Ça va, c'est plus frais. Voilà. On met une petite laine, 390 degrés, c'est le moment de faire la petite laine. Et l'air, c'est-à-dire l'atmosphère, est supposé être à équilibre avec
avec cette température. Mais nos instruments, en particulier celui qu'on va construire au LESIA avec le support du CNES, est censé justement mesurer cette émissivité thermique et la comparer à l'altimétrie. Et s'il y a des décalages, ça pourrait dire qu'il y a des phénomènes sur les crêtes, sur le sommet de ces volcans qui témoignent de laves relativement récentes, de phénomènes ou de compositions chimiques différentes, ou de phénomènes de chimie couplés avec l'atmosphère différents également. Donc tous ces phénomènes restent à étudier et à mieux contraindre avec des données qui sont manquantes aujourd'hui. On nous demande dans le chat, est-ce que les données recueillies par la sonde de Bepi-Colombo ont eu un impact sur les choix pris pour le développement d'Envision? Alors effectivement, il y a eu ce qu'on appelle des flyby, il y a eu des survols de la planète Vénus avec la mise en action de certains des instruments de Bepi-Colombo. Ça a été fait également pour Solar Orbiter, pour d'autres missions. Ça va être le cas pour JUICE aussi en 2024-2025 de mémoire. Oui, donc juste pour préciser, ça c'est des missions qui passaient par là pour profiter de l'accélération, finalement j'imagine, gravitationnelle autour de Vénus, pour aller après faire leur mission ailleurs. Mais au survol, on en profite pour faire 2-3 observations, quoi. Voilà, donc ça permet aussi de tester les instruments de la sonde elles-mêmes, voir s'ils sont fonctionnels. Alors, il y a eu quelques mesures faites sur l'atmosphère, mais les instruments ne sont pas vraiment conçus pour étudier Vénus à la base, et ça ne modifie pas les plans pour Envision, c'est-à-dire que ça a été des observations supplémentaires, comme d'ailleurs les observations au sol que Thérèse Encrenaz conduit encore aujourd'hui sur l'étude des variations du dioxyde de soufre et de l'eau dans la haute atmosphère. Donc ce sont des programmes, j'allais dire, qui soutiennent la recherche sur Vénus et le cas scientifique, comme on dit, c'est-à-dire les objectifs scientifiques de la mission Envision. Mais une observation comme celle de Bepi-Colombo n'a pas modifié, non. Seulement à la marge. Par contre, ça suscite l'intérêt de l'exploration de Vénus. Ça nous permet d'en parler, de dialoguer avec les communautés scientifiques qui s'intéressent à d'autres planètes que Vénus. Et c'est ce qui est important aussi, c'est ce que nous demandent les agences, c'est de nous assurer que les objectifs scientifiques sont aussi des objectifs de planétologie comparée, et pas seulement pour étudier Vénus, mais pour étudier Vénus dans son environnement et dans sa comparaison avec les autres planètes, ce qui est aussi un des grands enjeux d'Envision. Et d'ailleurs, on a vu qu'effectivement, par le passé, il y a eu plusieurs missions qui avaient pour objectif, enfin vous en avez parlé un peu, de parler de l'évolution de la planète, l'effet de serre, etc., pour trouver aussi des points de rapport avec ce qui se passe sur Terre et voilà, être capable de déterminer les phénomènes qui peuvent nous toucher, nous. Tout à fait. Alors ça, c'est... Oui, je vous écoute. Non, allez-y. Comme on n'est pas qu'Envision, je voulais aussi parler de Veritas et de Da Vinci. Da Vinci a aussi des mesures, comme elle va entrer in situ dans l'atmosphère, elle va avoir cette capacité de mesurer les isotopes des éléments rares ou ce qu'on appelle les gaz rares, le néon, l'argon, le xénon, le krypton. Ces gaz ont une vertu, c'est qu'ils nous donnent des indices sur la manière dont s'est formée l'atmosphère à partir de l'intérieur de Vénus. Et en comparaison avec les autres planètes, de ce qu'on connaît des isotopes de ces gaz rares pour la Terre, pour Mars, pour d'autres, ou les comètes, par exemple, on a aussi des diagnostics extrêmement précieux sur la chronologie et la manière dont les planètes se sont formées ou les atmosphères se sont formées. Et Vénus, de ce point de vue, nous apportera aussi beaucoup de nouvelles données sur cette histoire du système solaire dans son ensemble et donc des conditions de l'apparition de la vie sur Terre. Et alors quelqu'un nous demande, Schtroumpf, dans le chat, nous demande est-ce qu'on a déjà parlé d'un éventuel projet d'envoyer une sonde au sol? En Europe, non, je pense pas. Alors en Europe, il n'y en a pas. Aux États-Unis, alors la question c'est, maintenant que nous avons 2 orbiteurs et une sonde de descente programmée pour le début des années 2030, quelle serait l'étape suivante? Est-ce qu'on a l'amorce d'un nouveau programme de Vénus pour les décennies à venir? Donc la réponse est oui, en tout cas c'est ce à quoi on pousse. Et il y a plusieurs projets soit de déploiement de ballons de nouvelle génération qui auraient la capacité de rester plusieurs jours, voire même plusieurs semaines dans l'atmosphère pour faire des analyses beaucoup plus poussées que Da Vinci, qui ne traverser l'atmosphère qu'en 1h30 environ. Et le problème des missions au sol, c'est évidemment la température et la pression, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, les sondes russes qui s'étaient posées au sol
ont tenu au maximum de mémoire 47 minutes, Ouais. 50 minutes. Moins d'une heure. Et il y a toujours un des éléments qui lâche en premier, que ce soit l'émission des données, soit c'est comme si vous mettiez votre ordinateur portable au four et que vous mettiez à fond. Et au bout d'un moment, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc, c'est la même chose au sol de Vénus. Et donc, la NASA a des programmes de recherche et développement. Et en Europe, il y en a quelques-uns également, en Suède en particulier, pour tester des matériaux parfois rudimentaires, pas forcément très sophistiqués. C'est plutôt en privilégiant la robustesse plutôt que la sophistication, pour des mémoires, des mesures, des stockages de données, de transmission de données vers un orbiteur, voilà, pour faire des rovers ou des stations au sol. Voilà, il y a plusieurs programmes de recherche et développement, et donc ça serait une étape possible. On aimerait bien pouvoir, par exemple, poser un sismomètre sur Vénus, qui marcherait peut-être quelques jours, voire quelques semaines. Et ça permettrait, un peu comme la mission InSight sur Mars, d'avoir même en un seul point un certain nombre d'informations sur l'activité interne de Vénus, parce que beaucoup de nos collègues soupçonnent qu'il y a une activité sismique tout aussi importante que sur Terre. Donc avec un petit peu de chance, on pourrait mieux contraindre l'intérieur de Vénus avec un sismomètre. Mais pour ça, il faut une sonde au sol qui tienne plusieurs semaines, et c'est pour l'instant, malheureusement, ça échappe à la technologie actuelle. Mais on y travaille. Voilà. Alors, je voulais refaire un tout petit tour sous la coupole, mais bien sûr, sous la coupole, la coupole est fermée, il pleut, hein. Je crois que Miguel nous a confirmé qu'il pleuvait maintenant. Alors tout à l'heure, c'était une petite averse, et là, je peux vous dire maintenant, il pleut bien. Voilà. Donc on a bien fait de fermer. Bon. Parce que c'est à cette heure-ci, normalement, que Vénus devait ressortir. Alors, parce qu'on le rappelle, au départ, on était là pour observer l'occultation de Vénus par la Lune. Et donc là, Vénus devrait ressortir de derrière la Lune. À cette heure-ci. Et oui, mais malheureusement, on va pas le voir. Là, ça pleut vraiment bien. Et alors moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose, c'est qu'on a oublié de le dire, mais Thomas et Thérèse, actuellement, ils sont dans notre centre de technologie pour le spatial, qui est ici à Meudon, donc sur le site de Meudon de l'Observatoire de Paris. Et donc là, ils sont dans la salle qu'on appelle la salle Promesse, donc qui permet à des ingénieurs de travailler ensemble. Donc on a ici plusieurs écrans, ce qui permet de travailler sur des projets en particulier. Et un peu plus loin derrière eux, c'est là que nous avons aussi les salles propres qui permettent d'assembler des caméras, des instruments qui vont partir soit dans les grands télescopes sur Terre ou dans l'espace. Jusqu'il y a quelques jours, dans la salle Ariane, qui est derrière, il y avait dans une cuve sous vide la caméra MIRS de la sonde MMX de l'agence spatiale japonaise qui va partir sur Phobos, une des lunes de Mars. Je voulais juste faire cette parenthèse, j'aurais dû la faire au début, mais parce que c'est vrai qu'on monte toujours, quand on est en live tous les deux, les vieux télescopes là, qui ont un siècle à l'observatoire, mais en fait on est vraiment un centre de recherche moderne. Et donc là, c'est pour ça que Thomas et Thérèse sont là, et qu'on voulait insister sur le fait qu'il y a ces salles blanches juste derrière. Oui, parce que donc le labo, on le rappelle, hein, donc c'est vraiment l'instrumentation, sa spécialité, quoi. Tout à fait. Alors effectivement, on construit les instruments et ensuite, une fois qu'ils sont opérationnels, on les exploite. Hein. Donc voilà, Thomas et Thérèse sont là pour le montrer. Ils participent à la construction d'une sonde pour Vénus. Ils vont ensuite en dépouiller, utiliser les données et publier des articles. Moi-même, ici, j'utilise les instruments qui sont au Chili ou dans l'espace. Donc on a vraiment cette dualité et c'est pour ça que ça marche bien, d'ailleurs. C'est d'ailleurs le nom LESIA, l'acronyme porte le nom instrumentation dedans, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation pour l'astrophysique. C'était quelque chose qui était très important pour nous à garder dans le nom du laboratoire, qui va peut-être changer de nom bientôt par ailleurs. C'est un autre sujet. Voilà. Alors, il y a encore des questions. Il y a une question que je ne comprends pas. Peut-être que vous la comprendrez, de JWTW. Est-ce que la mission InVision doit pouvoir aider à éclairer la question du mystérieux absorbeur UV? Si, c'est une question très précise, au contraire. Mais non. Oui, alors là, oui, à 100%. Il y a même un instrument français
PI, comme on dit, c'est-à-dire la France est le responsable d'un instrument. C'est un autre laboratoire que le LESIA, qui se nomme le LATMOS, qui est à quelques kilomètres d'ici, à l'université de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. L'instrument Venspec-U est un instrument fixé sur Envision qui va regarder la partie éclairée des nuages. On a vu tout à l'heure de loin sur Vénus, mais donc là on sera qu'à seulement en gros 200 à 300 km d'altitude au-dessus du sol de Vénus, donc on sera à grande proximité de ces nuages et le spectre ultraviolet de cet instrument permettra de mieux comprendre la variabilité et la nature chimique, peut-être en tout cas, de cet élément, de cet absorbant UV, comme on l'appelle, qui est un élément qui produit des contrastes importants dans les nuages de la haute atmosphère de Vénus, qui permet d'ailleurs de mesurer le vent quand on les regarde dans l'ultraviolet, qui n'est pas visible dans le spectre visible, et dont on ne connaît pas la nature, qui absorbe à la fois l'ultraviolet et toute petite partie du bleu du spectre visible. C'est d'ailleurs ce qui donne cette coloration un peu jaunâtre à Vénus. L'origine de le fait qu'elle tire un petit peu sur le jaune quand on la regarde, c'est cette absorption dont on ne connaît pas la nature. Et on pense que Envision va évidemment mieux comprendre il y a eu beaucoup de travaux faits depuis 45 ans, 50 ans même, sur ce qui pourrait produire ces contrastes ultraviolets, et on n'en connaît pas la nature. Est-ce que c'est lié au volcanisme? Est-ce que c'est lié à la chimie d'un certain nombre d'éléments dans les nuages? Ils sont des gouttelettes d'acide sulfurique concentrées, mais qui ont des propriétés d'échange avec le gaz environnant qu'on ne connaît pas encore très bien. Là, l'avantage, c'est qu'on va simultanément observer tous ces paramètres physiques avec une suite d'instruments conçus pour en mesurer les différents aspects terrestres. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la structure nuageuse de Vénus et le transfert entre la basse atmosphère et la haute atmosphère. Pour donner un exemple, il y a beaucoup de dioxyde de soufre, SO2, sous les nuages, et au-dessus des nuages, on en mesure 1000 fois moins. Alors une partie est prise avec l'eau pour faire H2SO4, l'acide sulfurique qui fait les nuages, mais la quantité d'eau présente, elle ne décroît que d'un facteur 30. Ça veut dire qu'il y a une petite partie du SO2 qui est sous forme de H2SO4. Et le reste, on ne sait pas. Donc c'est vraisemblablement un aérosol, mais sa composition, soufrée bien sûr, n'est pas connue. Et il se pourrait que l'absorbant UV soit connecté à la présence de ces aérosols mystérieux. Donc il y a vraiment beaucoup de choses encore à étudier sur Vénus qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Écoutez, je suis très fier de mon chat qui pose des questions pointues visiblement. Merci à vous dans le chat. Alors juste pour rappeler, donc au départ, on était venu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voient actuellement un ciel sans nuages. Actuellement, on serait censé à cette heure-ci voir ressortir Vénus de derrière la Lune. Alors ça dépend où vous êtes sur le territoire, ça se produit pas à la même heure selon que vous soyez vers Strasbourg ou vers Brest, mais donc voilà, à cette heure-ci, si vous avez la chance de pouvoir observer la Lune au sud, bas sur l'horizon, vous devriez revoir sortir Vénus derrière. Ce qui n'a pas été le cas évidemment chez nous là, puisque on a une couverture nuageuse qui nous a empêché de le voir malheureusement depuis Meudon. Alors là, maintenant, la Lune, elle est plutôt au sud-ouest et la Vénus va ressortir du côté nuit de la Lune, donc de l'autre côté. Et là, j'ai recadré la caméra juste pour vous montrer quand même une chose qui est assez marrante. Je ne sais pas il faudra voir la comparaison entre le début et la fin du stream, mais on voit clairement que le télescope a bougé. Donc maintenant, moi, j'ai l'oculaire qui est juste ici, donc je peux venir regarder comme ça, alors que tout à l'heure, il fallait que je passe de l'autre côté de la table. Donc, on voit vraiment que le télescope a changé de position parce que depuis tout à l'heure, il est en train de suivre la Lune. La coupole est fermée, il y a des nuages, voilà, mais lui, il continue à compenser le mouvement de rotation de la Terre. Et voilà. Donc, je vais même pas essayer d'ouvrir, parce que là, c'est complètement bouché. Donc, je vous ai envoyé 2 photos là sur Twitter, d'Effet14, si vous voulez les passer, qui montrent d'une part la vue qu'on a depuis 20 mètres,
Donc Thérèse et Thomas savent pourquoi j'ai envoyé une photo. Et depuis la porte d'entrée. Et j'ai aussi fait une photo de la coupole pour que on voit où je suis. Alors, je vais essayer de te montrer tout ça. Ok. Oui, c'était pas assez compliqué, donc j'ai rajouté quelque chose en plus. Non, mais ça va se faire. J'y arrive. Hop, je suis en train de récupérer les données. Quelqu'un dans le chat commande c'est Carton Chacon qui nous dit règle de base de l'astronomie, quand il y a un truc à observer, il y a des nuages. Oui, alors effectivement. C'est tristement vrai. Alors, je lis juste voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va arriver sur la fin du stream là. Donc, n'hésitez pas. Ah si, alors là par exemple, on a It's Cover 9000 Vovis qui demande comment ça se passe le climat sur Vénus. Est-ce qu'on a des alternances soleil, nuages, pluie comme sur Terre? Est-ce qu'il y a des éclairs, du brouillard? Est-ce qu'on sait tout ça finalement? Je ne sais pas si... Alors, il n'y a pas de saison, on va essayer d'aller vite. Il n'y a pas de saison parce que l'axe est vertical, donc il n'y a pas d'inclinaison comme sur Terre. La couche de nuages est permanente et il fait quasiment la même température la nuit et le jour. Donc dans les 243 jours du jour sur Vénus, indépendant de l'année sur Vénus qui est plus courte, 224 jours comme on l'a vu tout à l'heure dans le quiz, on ne sent pratiquement pas de changement parce que l'effet de serre est tel qu'il maintient cette température tout au long de la nuit. Donc il fait 460 degrés au sol, quelle que soit la phase de ce cycle diurne. Et on n'a pas mesuré de changement significatif entre le pôle et l'équateur non plus. Donc c'est la totalité de la planète qui est exposée à cette température extrême, ce qui est pour nous évidemment très, très, très compliqué pour étudier cette planète. Donc il n'y a pas de ces phénomènes. On pense que les nuages ont des... Alors les nuages sont liquides. Ce sont des gouttelettes d'acide sulfurique qui font à peu près 1 micron. Et en dessous des nuages, vers 48 km, il y a peut-être des phénomènes de pluie, mais ça s'évapore tout de suite. Donc ça fait peut-être des queues comme ça, ce qu'on appelle des virgas. Et ça reste sous forme... Mais ça ne va pas jusqu'au sol. Donc au sol, il y a cette espèce de socle d'atmosphère extrêmement dense, extrêmement pesante. On ne peut pas passer c'est tellement dense que les sondes spatiales descendent sans parachute. Ça vous donne c'est un peu comme un liquide, c'est-à-dire que ça tombe tellement la densité de cette air est ce qu'on appelle un gaz supercritique. Ouais. Et donc il n'y a pas ce type de phénomène, ça ne varie pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui... Thérèse, tu veux dire quelque chose? Oui, on peut peut-être dire un mot de la superrotation au niveau des nuages. C'est-à-dire qu'au sol, donc la rotation, on l'a vu, la rotation de Vénus est extrêmement faible. Mais par contre, au niveau des nuages à 60 km, les nuages tournent en 4 jours. C'est ce qu'on appelle la superrotation. C'est en fait, ce sont ces vents, en fait, je suppose, qui assurent le transfert d'énergie du côté jour au côté nuit. Donc ça, c'est encore une chose il y a eu des modèles développés pour essayer de comprendre l'origine de cette superrotation, mais je crois que c'est un problème assez complexe. Je ne suis pas météorologue, ni climatologue. Donc il n'y a pas vraiment de météo sur Vénus, ça c'est pour répondre à votre question. Il n'y a pas d'éclairs, on en a recherché des phénomènes, c'était une des questions d'ailleurs qu'on avait étudiées en préparant ce chat, ce dialogue. Côté nuit, il y a des éclairs lumineux, on a détecté, il y a eu quelques annonces, mais qui sont probablement des artefacts, mais il n'est pas impossible qu'un bolide, qu'un météore extrêmement brillant puisse un jour être observé côté nuit. Ça serait évident, c'est évident que ça doit arriver. Après, il faut observer au moment. En revanche, il y a aussi des recherches d'éclairs. La sonde japonaise Akatsuki, que vous mentionniez tout à l'heure, a recherché des signatures d'éclairs côté nuit. Et on en a trouvé un candidat, mais sur une période de quelques années, c'est extrêmement peu, enfin, c'est fragile comme détection. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des phénomènes d'atmosphère. Thérèse, tu veux dire? Non. Donc c'est faible. Voilà. Par contre, comme le disait Thérèse, il y a
le mouvement général de l'atmosphère dans son ensemble est spectaculaire à haute altitude. Il y a une rotation, une sorte de vent d'ouragan, une vitesse de 150 mètres par seconde à peu près à l'altitude du sommet des nuages. Donc on voit très bien depuis la Terre, depuis l'espace. Et il y a quelques irrégularités dans ce mouvement. Par exemple, il y a des ondes, ce qu'on appelle des ondes de gravité, c'est-à-dire des phénomènes de variation de densité de l'atmosphère qui se propagent, peut-être déclenchées par les reliefs de Vénus, donc des ondes engendrées par la topographie. C'est quelque chose qu'Envision va aussi être capable de surveiller. C'est le lien entre la densité de l'atmosphère à basse altitude et à haute altitude avec ces phénomènes ondulatoires qui ont cette propriété également de transporter de l'énergie et du moment angulaire à différentes altitudes et donc d'assurer le climat, finalement les paramètres du climat de Vénus, comme sur Terre, sont liés au régime de vent, au régime de pression et à la température à toute altitude. Donc c'est effectivement un des grands objectifs de la mission Envision tout au long de son cycle d'observation sur 4 années, c'est de mesurer toutes les heures, à peu près, toutes les heures et demie, grâce à ces appareils, et en particulier la mission. Un objectif dont je n'ai pas parlé, c'est l'occultation radio. On fait toucher la sonde vue depuis la Terre et on mesure la réfraction du signal radio de la grande antenne de la sonde dirigée vers la Terre au moment où elle se couche, où elle réapparaît, un peu comme ce qu'on vient de faire pour Vénus et la Lune. Et ce léger retard ou cette légère inclinaison va nous permettre de mesurer les caractéristiques de pression, de température, de densité de l'atmosphère entre 65 et 40 km d'altitude. Et tout ceci tous les jours, à plusieurs fois par jour même, en toute latitude et heure locale sur Vénus. Et donc ça va nous donner aussi la cartographie de ces phénomènes ondulatoires et de variations plus fines de ce qui gouverne en quelque sorte les modèles climatiques que nous essayons de reproduire en laboratoire sur Terre. Voilà. Alors, donc, Miguel est en train de faire des déplacements de l'instrument. J'en profite, Miguel, pour dire qu'on a reçu les images que vous avez envoyées, donc en particulier la coupole sous laquelle vous vous trouvez. Si j'ai bien compris, c'est la photo là du télescope de 1 mètre, voilà. Et vous avez envoyé aussi une autre photo qui est donc a priori la vue que vous avez depuis votre coupole. Exactement, donc ça c'est quand je me mets au niveau de la porte d'entrée, j'ai vu sur ça. Donc il y a Paris au loin et donc la grande coupole de Meudon avec le château, donc qui est l'ancien château du fils de Louis XIV et qui abrite maintenant la grande lunette de Meudon. Grande lunette qu'on espère pouvoir visiter déjà prochainement. Et puis... Alors visiter déjà, pour la première fois depuis 20 ans, elle a été visitée à la fête de la science mi-octobre. Donc c'était un grand plaisir de recevoir 1 millier de personnes qui sont passées en 3 jours à la voir. Et donc actuellement, il y a des travaux qui se poursuivent. Donc là, pour ne rien vous cacher, les camions qu'on voit devant, ce sont les camions des cordistes qui sont en train de travailler sur la lunette et sur la coupole depuis 2 semaines et pour encore 2 semaines. Et normalement, si tout va bien, nous allons remonter les lentilles sur la lunette le 29 novembre. Donc ça fait 20 ans qu'elles sont démontées et donc là, elles vont retrouver la lunette et qui sait ce qui peut se passer en 2024. Oui, donc ce sont des cordistes qui doivent travailler. C'est vrai qu'effectivement, c'est une très très grande lunette. Oui. Je dois dire qu'il y a un lien entre la grande coupole et Vénus. Ce que je vais vous dire, c'est que Janssen, qui est le fondateur de cet observatoire de Meudon, qui a été au début des années 1920 rattaché à l'observatoire de Paris, à l'époque c'était différent, est également un observateur de Vénus. Il a conçu pour l'observation des passages de Vénus devant le Soleil en 1874 et 1882, les passages de Vénus devant le Soleil, c'est un peu comme là le passage de la Lune devant Vénus, ce sont des phénomènes assez rares, encore plus rares, et il avait conçu un système qui s'appelle le revolver de Janssen, pour faire une sorte de cinématographie de l'instant où Vénus passe devant le Soleil, vu depuis la Terre. C'est comme un point noir qui passe devant le Soleil et qui ressort quelques heures plus tard. Et il avait conçu ce système cinématographique qui est un peu une sorte de caméra d'avant l'heure, enfin une sorte de
de système rotatif de plaques photographiques successives qui a été transporté en différentes régions du monde. Donc voilà, c'est le lien entre Janssen, qui est le fondateur, le constructeur de la coupole, et Vénus. Et cet appareil, c'était un homme qui savait à la fois concevoir cette grande coupole, mais également, et cette lunette, mais également des instruments plus précis et sophistiqués auxquels il a donné une certaine... qui a permis à cette observation du passage de Vénus de 1882. Il y a un exemplaire du revolver photographique de Vénus, comme son nom complet, un observatoire à Sydney, un autre. Enfin, ça a été un instrument diffusé dans le monde entier par l'observatoire de Meudon à l'époque. Voilà. Alors, on est en train d'observer Miguel pendant que vous parliez, donc Miguel... Je commence à ranger. D'accord. Alors, je tiens à signaler qu'il y a une observation en cours. On me signale que sur mon écran, là, il y a un objet astronomique tout à fait intéressant. Pour conclure ce stream, ça me semble pertinent de le montrer, je crois. Alors, attendez, parce que du coup, je ne l'ai pas... Ah oui, mais bien sûr, mais on l'a vu tout à l'heure, c'est le lobby du LBA qui revient. Donc ça, c'est... Alors, écoutez, ça, je dois le préciser pour ceux qui arriveraient, qui ne comprendraient pas. Le jeudi soir, sur cette même chaîne, d'ailleurs ça va être le cas ce jeudi soir, on fait du rétro gaming, on s'intéresse à des vieux jeux, et effectivement, il y a des gens qui poussent pour qu'on s'intéresse à... des jeux comme LBA, donc là, dont on vient de voir la vignette, il y a un lobby qui est là et qui... Lobby, c'est le privilège de la personne qui se gèle sous la coupole, on va dire. Bon bah écoutez, on arrive au terme du créneau qu'on avait prévu. Je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident de mettre en place ce stream dans un temps record. Donc on va encore remercier le Lesia et puis bien sûr Miguel, Thérèse, Thomas. Je ne sais pas si vous avez un mot que vous voulez ajouter pour la fin. C'est un plaisir. Voilà, on est content que Vénus suscite de l'intérêt parmi vos youtubers et vos auditeurs, et donc on vous encourage à suivre des nouvelles sur nos différents sites et réseaux où on parle de ces futures missions. Donc on sera là avec vous et on vous fera une place, promis. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, de toute façon, on a régulièrement Miguel qui intervient aussi sur la chaîne et qui pourra nous tenir au courant s'il y a lieu, effectivement, s'il y a de nouvelles observations à faire ou des avancées importantes dans la mission. On reviendra bien sûr vous voir sans souci au Lesia. Et alors, on croise les doigts pour le 21 août 2024, où là, ce sera une occultation de Saturne par la Lune, sous des cieux qu'on espère plus cléments quand même au mois d'août, et une température plus agréable sous la coupole. On espère aussi que ça ne sera pas cette coupole. Et on peut déjà annoncer que oui, peut-être que le Lesia pourrait faire quelque chose, puisque le Lesia a fortement participé à la sonde Cassini, qui est partie explorer Saturne. Donc sur Saturne aussi, nous avons énormément de choses à raconter. Très bien, alors à ce moment-là, on va donner rendez-vous à tout le monde, donc le 21 août à 3h du matin, par contre, il faut bien préciser ça, mais c'est les vacances, il fait chaud, à cette période-là, il n'y a aucun souci pour veiller si tard. Et j'ai pas regardé quel jour ça tombe, mais au pire, s'il faut, c'est un vendredi matin, donc on peut faire du rétro gaming, et puis hop, on enchaîne jusqu'au bout de la nuit. L'occultation. Bon, eh bien, en tout cas, merci à vous, merci beaucoup. Merci aux modérateurs aussi d'avoir modéré dans le chat. Bon, ça va, en principe, Vénus, c'est pas un sujet qui déchire les gens. J'ai pas vu de gens s'insulter, donc c'est très bien. Bon, au contraire, il y a eu des questions très intéressantes, et donc je remercie toute la communauté qui a participé. Et puis, écoutez... on se retrouve bientôt pour un nouveau live astronomie, c'est toujours un plaisir. Et il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne journée. Ah oui, attendez, si, il faut qu'on fasse un raid, bien sûr, on va faire un raid sur une autre chaîne. Alors, je suis en train de chercher... Eh ben voilà, écoutez, hop, on va aller chez Gastronogeek.
Gastronogeek qui fait une émission. Alors ça n'a rien à voir. C'est pas Astronogeek, hein, là c'est Gastronogeek qui lui donc fait de la cuisine en direct. Et là actuellement il a dans son émission Manger du jeudi. Il prépare, je ne sais pas ce qu'il prépare aujourd'hui, du pâté croûte, voilà. Donc vous allez passer sur un sujet complètement différent, mais en même temps c'est l'heure de manger, ça devrait vous donner faim. Donc merci à toutes et tous et bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Et à ce soir. Et à ce soir pour ceux qui veulent assister au stream Retro Gaming sur les Chevaliers de Baphomet.